Hello les gars, salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un peu de React, on va naviguer, scroller notre écran. Et ce qui est bien, on va le prendre, on va faire des React. C'est bien? Du coup, let's go les gars, je vais essayer de m'empêcher de voir. Je vais peut-être poser, je vais poser ça là, un instant. Au instant, oh. Je suis plus tendance à vous voir et même si je regarde l'écran, la différence entre mon œil, mon eyes contact et puis l'écran, ça sera pas ouf. Donc ça ira. Alors, bon, petite vidéo sur ChatGPT. Why not? Intelligence artificielle pour l'instant. Est-ce que les choses pourraient déraper? Pourtant, ces logiciels semblent avoir un sérieux point faible, les mains. Oh. Leurs doigts sont souvent trop nombreux. Ça c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que l'IA a du mal à trouver. C'est le début, hein. Peut-être qu'on l'a pas trop on l'a pas trop programmé ou comment ça se dit? Oh, j'ai oublié le mot. Entraîné, voilà, entraîné. On l'a pas entraîné à lire la main, à savoir les mouvements de la main, ou peut-être que c'est compliqué. Bon, on verra, hein, qu'est-ce que dit le monde. Ou pliés de manière improbable. Alors, cette lacune peut-elle nous protéger de la désinformation? Ouais. Pour y répondre, il faut d'abord comprendre pourquoi ces logiciels ont tant de mal à dessiner des mains. Je suis impatient. Bon, tant qu'on y est, posons la question à une intelligence artificielle. ChatGPT est un robot spécialisé dans le dialogue. Il suffit d'écrire notre question et il nous répond. Voilà. Le programme pointe plusieurs éléments. D'abord, leur forme et leur structure très complexe. Effectivement, plus d'un quart des os du corps se trouvent dans les mains. C'est un ensemble sophistiqué, capable de prendre des aspects très différents. Même les plus grands artistes ont dû longuement les étudier avant de les intégrer dans leurs œuvres les plus mémorables. Ça, je savais pas, hein. Waouh. C'est vrai qu'avec nos doigts, les doigts, c'est quand même magique. Si tu peux faire plein de choses avec. Donc, déjà dans le corps humain, les doigts, la main sont les plus actifs par rapport à la tête qui va juste bouger comme ça, ou le bras qui va faire ça. Alors que les doigts, vous allez faire beaucoup de choses, vous voyez. Donc, c'est quand même la partie du corps qui est très active. Donc, par exemple, quand vous prenez votre balle, que ce soit du basket ou du football, vous faites beaucoup de choses avec. Même avec les pieds, vous en faites pas trop. Même avec les doigts du pied, bon, si ça se dit, j'oublie, vous en faites pas assez. Donc, les doigts de la main sont très importants et ont des mouvements complexes. Donc, je comprends que l'IA a du mal à respecter ou à comprendre un peu voilà, l'angle parfait entre les doigts. Par exemple, quand je fais ça, vous voyez, c'est un peu... voilà. C'est quand même magique le corps humain, hein. Le corps humain, il est compliqué, il est complexe. Mais c'est bien. GPT précise que même Léonard de Vinci a formulé cette difficulté dans un de ses carnets. Le peintre y décrit le mouvement de la main comme très difficile à exprimer avec des mots, bien que ce soit l'une des choses les plus importantes en dessin. Yes. Pour les intelligences artificielles, c'est encore plus compliqué, et c'est directement lié à leur fonctionnement. Après, c'est les intelligences artificielles de maintenant, en 2030, on va pas en parler peut-être. Il y aura d'autres choses, donc... Bon, tout ce qui sera dit ici, dites-vous que c'est du now. Voilà, c'est maintenant. Pour obtenir ces photos, le programme a dû apprendre deux choses. D'abord, générer des images. Si on l'agrandit beaucoup, on voit qu'une image est composée de carrés de couleurs, des pixels. Ouais. Ensemble, ils forment la perception que nous avons d'un dessin ou d'une photo. Cette image se compose par exemple de 1000 pixels de largeur pour 700 de hauteur, soit 700 000 pixels au total. L'enjeu est donc de générer artificiellement chacun de ces pixels et de les agencer d'une manière cohérente et réaliste pour les humains. Pour entraîner le programme, les chercheurs utilisent une image de référence, comme celle-ci. Ils la dégradent progressivement en y ajoutant ce qu'on appelle du bruit.
Ok. À force, il ne reste plus grand-chose de la version originale. Les scientifiques inversent alors la logique et demandent à la machine d'enlever le fameux bruit. Le programme commence ici et tente de reconstituer les pixels. Ok, je vois. Du coup, ils se disent, il y a le bruit qui permet d'effacer une image. Donc, comment changer plutôt l'aspect? Puisqu'il y a c'est un genre de discovery ou de labo, hein, de méthode, c'est des méthodes par inverse. C'est un peu, pour expliquer quelque chose, vous allez prendre l'inverse, voilà, donc les gens vont mieux comprendre. Donc, vous avez la technique, vous avez déjà une technologie qui existe. Donc, vous allez vous demander, est-ce que le reverse, est-ce qu'il est possible ou pas? Voilà, donc... pas mal comme technique à utiliser dans vos produits ou dans vos projets, c'est très important. Demandez-vous des fois, ok, cette méthode a marché pour faire ceci. Est-ce que je peux utiliser cette méthode ou la manière de concevoir cette méthode pour l'inverser et essayer de résoudre un problème quelque part? Puisque tout type de méthodologie qui existe dans la vie ou tout type de découverte a été fait grâce à l'analyse de la nature. On se dit, ok, les oiseaux, ils font comme ça, ils ont telle habitude, les plantes, ils se régénèrent comme ça. Donc, comment on utilise cette méthode, cette technologie ou cette connaissance pour l'appliquer à notre domaine et que ça soit de manière linéaire ou juste de manière inverse. Voilà. Donc, c'est important de pouvoir voir autour de nous ce qui se passe, de faire une grosse discovery, un bon benchmark et de se dire, OK, comment j'implémente ce dispositif dans ma vie de tous les jours et dans mon business. Celle de la version précédente. Par essai-erreur, il finit par trouver la configuration attendue. Il répète ensuite l'opération sur chaque maillon de la chaîne, jusqu'à restituer l'image de départ. En s'exerçant ainsi sur des milliards d'images, il apprend à prédire l'agencement des pixels et à transformer le bruit en une image cohérente. Ok. Là, par exemple, moi, j'utilise pour tout ce qui est high enlarger, when you want to... Désolé. Quand tu as envie de passer une image de faible qualité en image un peu plutôt 4K, où on voit un peu tout, j'utilise des fois les images AI Image Enlarger. Ce procédé s'appelle la diffusion. Le deuxième apprentissage est de faire le lien entre le texte et l'image. Savoir que cette commande correspond à ce résultat. Pour y parvenir, les chercheurs utilisent d'immenses bases de données, composées d'images et de textes qui en décrivent le contenu. Ok. Il y en a des milliards, et ces programmes ont passé des centaines de milliers d'heures à les analyser. Ok. Leur mission est de trouver des récurrences dans l'agencement des pixels. Ils vont par exemple découvrir que cette configuration correspond généralement à une pomme, et celle-ci à une orange. Ils analysent aussi la manière dont ces pixels interagissent avec d'autres combinaisons, comme ici celle d'un bol métallique. Ces exercices permettent au programme de saisir les nombreuses variables qui composent une image, son style, ses textures ou le reflet de la lumière. Des observations. Je me demande quand même, l'être humain, comment il fait pour reconnaître une image. Est-ce que l'IA s'est basée sur le fonctionnement du cerveau ou il s'est basé sur le fonctionnement de la machine? Puisque c'est pas pareil. C'est vrai, on se dit que l'IA c'est de l'intelligence, mais le cerveau, il est quand même doté déjà des neurones à la base qui lui permet de pouvoir réfléchir ou de pouvoir détecter des actions de manière innée. Donc, l'IA, comment ça se fait? Est-ce que c'est plutôt, fonctionnement machine, puisque là, on parle de pixels. Est-ce que nos yeux, notre cerveau réfléchit aussi avec des pixels? Bon, ça, c'est à creuser, je pense pas. Donc, c'est bon de voir un peu les deux mondes, la partie exploration de l'être humain et implémentation de la recherche dans du labo et de trouver une solution technique. Et en même temps, le fait d'utiliser déjà les solutions existantes de la machine, la connaissance de la machine, et matcher ces deux côtés pour pouvoir avoir une IA qui va être à la fois compréhensible par les humains et à la fois compréhensible par les machines. Observations qui vont bien au-delà de l'analyse pixel par pixel et qui composent ce qu'on appelle l'espace latent de l'image.
À la fin de l'entraînement, le programme est capable de prédire avec assurance la photo qui correspond à chaque description. Trop bien, trop bien. Bon les gars, je vais pas rentrer, je vais pas voir toute la vidéo avec vous, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est sur le site de Le Monde, vous allez kiffer. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à cela? Comme je l'ai dit, toute découverte est issue d'une recherche. Que ça soit la recherche de se poser des questions, comment fonctionne l'utilisateur? Derrière le cerveau de mon client, de celui qui utilise mon produit, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il recherche? Et quels sont les graves? Quelle est la data qui me permet de savoir ce qu'il veut? Parce que vous devinez, vous en doutez bien, le cerveau, même l'humain, ne peut pas le comprendre. Mais par contre, le cerveau de la machine, de l'IA, l'humain peut tenter de le comprendre ou peut tenter de le faire comprendre des choses. Et donc ça donne déjà une maîtrise de l'IA par l'humain qui le conçoit. Alors moi je suis pas du tout ceux qui pensent que l'IA un jour il va se lever, il va faire ce qu'il veut et que personne pourra le contrôler. Peut-être la personne qui l'a inventé ou qui pourrait le contrôler sera tué ou sera décédé. Là c'est différent. Mais tant que le concepteur ou l'équipe conceptrice existera, l'IA sera toujours détenue par l'humain et donc contrôlée. Du coup, je reviens sur mes termes. Donc, le processus qui permet à l'IA de réfléchir de manière mathématique et en même temps philosophique est un peu différent du processus d'humain. L'humain va réfléchir plutôt de manière psychologique et de manière biologique. Donc, il ne va pas rentrer dans la manière mathématique. L'humain n'est pas mathématique, il est plutôt émotionnel, raison. Voilà, il va rentrer un peu dans ce genre de recherche et plus d'argumentation, alors que l'IA va faire la partie mathématique. Donc, ces deux côtés, quand on les assemble, ça fait forcément une IA qui soit remarquable des deux côtés, que ce soit pour la machine ou pour l'humain. Donc, trop bien. Si vous avez déjà utilisé l'IA, dites-moi dans les commentaires quel est votre super outil pour que je fasse une vidéo là-dessus. Moi, pour le moment, j'utilise beaucoup des outils d'image enlarger. J'utilise beaucoup d'outils un peu ChatGPT. Je l'aime pas trop, mais un peu. Et j'utilise que ça, voilà. Mais après, j'utilise d'autres outils qui sont un peu secrets pour mon business JobProduct. Désolé. Donc, n'hésitez pas à aller sur la plateforme JobProduct. Si vous avez envie de booker une équipe de product manager, product marketing manager ou product designer, ça ne sert plus à rien d'embaucher les gars. On fait face à une partie révolutionnaire de notre génération, l'utilisation de l'IA. L'utilisation de l'IA permet de faire exactement, même mieux, le travail de l'humain. Donc, utiliser l'humain et l'IA, c'est ce que nous faisons chez JobProduct et ce que nous faisons avec nos clients et nous permettons à nos clients de pouvoir exceller et de pouvoir faire un produit que la plupart des clients qu'ils ciblent souhaitent ou la plupart de ces utilisateurs aiment qu'ils recommandent. Merci, ici c'est Joe, on parle tech, product and business.